Je suis Alice Nicolas. J'ai oublié. Non. 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 Mon parcours de recherche est assez standard. J'ai fait une thèse à l'université, j'ai fait un post-doctorat une année à l'étranger, et puis j'ai travaillé 10 ans en tant qu'enseignant-chercheur, en enseignant les matériaux plutôt métalliques à l'IUT. Donc j'ai rejoint le CNRS en 1996. Je travaille essentiellement sur les problématiques de commande optimale, d'optimisation des systèmes dynamiques, avec des applications allant de la cryogénie aux machines Stirling, aux véhicules hybrides, aux smart grid, etc. J'ai commencé donc ma carrière au CNRS en 2008, ça fait 10 ans, donc tout rond, au laboratoire CIMAP, dans la thématique liée aux matériaux pour l'énergie en général, et plus particulièrement aux matériaux pour l'énergie solaire. J'ai fait ma thèse à Grenoble, et après je suis partie en Israël. Je suis revenue à Bordeaux, j'ai été embauchée à Nice et je suis revenue à Grenoble il y a 10 ans de ça. Et aujourd'hui, ma recherche, je la fais au LTM, qui est un laboratoire qui se trouve sur le campus Minatech. Je suis plutôt ingénieur de recherche au CNRS et mon parcours a été dans le domaine de la physique des hautes énergies où je m'occupe de l'instrumentation, c'est-à-dire développer de l'électronique intégrée dans mon cas, pour lire des signaux que des particules laissent dans un détecteur. Lorsque j'ai été intégré à l'université Grenoble-Alpes, j'ai commencé à faire de la physique des basses températures et étudier les superfluides. Et puis après, donc, j'ai eu le même genre d'activité dans un autre contexte qui était celui du service des basses températures au CEA Grenoble. J'ai ensuite basculé dans un autre laboratoire qui est le laboratoire interdisciplinaire de physique pour m'intéresser à une autre thématique qui est la microfluidique. Ce projet, c'est le résultat de mes travaux de recherche académiques. J'ai gardé une position très scientifique dans le projet. Et pour ce qui est des aspects économiques ou stratégie de valorisation, j'ai laissé la main à la jeune chercheuse qui travaillait avec moi sur ce projet. Je trouvais que ça faisait vraiment du sens de lui laisser prendre elle-même les décisions qui allaient créer son travail. Il y a plusieurs modèles pour faire de la valorisation. Moi, j'ai fait ce choix de partir, pour ce qui me concerne, parce que tout simplement, c'était indispensable au début de la société. Il fallait non seulement mes idées, mais il faut aussi mes savoir-faire pour que l'entreprise puisse décoller. Mais ce choix n'est pas une obligation pour chaque modèle ou pour tout type de chercheur. Je suis un des fondateurs de la start-up et je serai conseiller scientifique dès que j'aurai validé mon dossier, ce qui est en cours. J'ai plutôt tendance à considérer la valorisation comme un débouché naturel de la recherche. C'est gratifiant d'un point de vue intellectuel, je trouve, de prendre une idée à son tout début, la faire grandir, la faire prendre de l'ampleur et l'apporter si possible jusqu'au marché. Mais il y a un moment aussi, il faut faire des choix. Et donc, effectivement, on peut choisir d'avoir une activité 100% recherche, je dirais, avec essentiellement des thésards et des doctorants, mais il ne faut pas négliger le temps à consacrer à la partie valo. J'ai choisi la position de ce qu'on appelle le statut 25.2, c'est-à-dire conseiller scientifique, avec un pourcentage de mon temps libéré par le CNRS pour éventuellement aider l'entreprise. Je n'aurai pas de rôle décisionnaire dans l'entreprise. On n'est pas fait forcément pour faire de l'entrepreneuriat, donc je préfère faire ce que je sais faire de plus, quoi. Pour moi, faire de la valorisation implique de quitter son laboratoire dans une des phases d'évolution de la société. Puisque si le laboratoire peut être le nid dans lequel, et pour des raisons matérielles, on peut avoir besoin de cette infrastructure-là, à un moment, le fait d'externaliser cette activité est nécessaire dans le contexte qui est le nôtre, le contexte français de l'éducation et de la recherche. À court terme, je n'ai pas prévu de quitter mon emploi de recherche pour accompagner l'entreprise. La première des raisons, c'est que ça reste un projet d'innovation et que du coup, il y a besoin de recherche amont pour donner de la richesse à cette innovation. Après, c'est pas une décision immuable non plus. Et finalement, on verra dans 3 ans ce qu'il en est, en gros. Ça n'a pas été une évidence au début, cette idée de prendre la présidence d'une start-up. Je me voyais plutôt dans des rôles techniques.
Mais petit à petit, je me suis pris au jeu et voilà, il me semblait que j'étais la meilleure personne pour faire ça, dans le sens où j'avais à la fois une vision technique et puis j'avais construit petit à petit une vision du marché, des collaborations avec des industriels. Le choix des statuts et le choix d'implication a été vraiment une des plus grandes problématiques à laquelle j'ai été confronté dans cette période d'incubation, puisqu'en fait, le fait de partir en ce qu'on appelle 537.1 ou 25.1 plus classiquement, est un engagement total que j'ai choisi, mais pour lequel on doit quelque part faire le deuil de son activité de chercheur. Dans le contexte qui a été le mien, c'était très clairement une difficulté. Initialement, je pensais pas du tout partir dans la création d'entreprise, et en fait, je pense même que 3 ans en arrière, ça me faisait plutôt peur de me lancer là-dedans, parce que c'est pas juste conceptuel, on met de l'argent dedans. Et puis petit à petit, je dirais que la peur est complètement partie, déjà parce qu'on rencontre plein d'autres personnes qui ont franchi ce pas-là, qui s'en sortent plus ou moins bien, mais en tout cas, toutes survivent et ont l'air pas mal dans leur basket. Au début, c'est un challenge technique. On part dans l'idée d'essayer de créer quelque chose en se disant il y a peut-être quelque chose à faire au niveau industriel. Ça peut être bien pour développer l'activité, développer l'emploi. Donc voilà, on y va en tant que chercheur. Je pense que ça fait partie de notre rôle un petit peu. Ce projet, il a plusieurs objectifs. Un objectif scientifique, un objectif économique et un objectif social. Et à vrai dire, initialement, l'objectif social était prédominant parce que c'est une bonne manière de fournir un emploi aux gens qui travaillent avec moi de manière temporaire. Je voulais lutter contre ma propre représentation de ce milieu industriel pour essayer d'en comprendre les tenants et aboutissants et persuader qu'il y avait une forme de partenariat à créer et le fait de m'enrichir et peut-être d'enrichir cet écosystème-là en apportant une brique technologique, mais évidemment où il y avait tout à faire derrière. La valorisation, pour moi, c'est de la recherche. D'ailleurs, les brevets qui peuvent être déposés par des chercheurs sont reconnus à l'heure actuelle. Donc les brevets, c'est bien de la valorisation. Donc non, la valorisation n'empêche pas de faire de la recherche parce que c'est une des facettes de la recherche. Ce serait dommage, voire étonnant, de laisser à côté un tissu industriel qui a justement besoin de ce soutien de savoir-faire, puisque pour moi, par vocation, on est dans le laboratoire pour faire de la recherche, mais étant payé avec de l'argent public, je considère, moi, tout à fait normal que mon savoir-faire bénéficie au tissu industriel qui est donc l'émanation de ce qui va créer des emplois pour tout le monde. Tout à coup, on découvre des gens qui vraiment nous attendent depuis des années. On est dans une présentation quelconque et puis on se fait attendre à la sortie et on nous dit « J'en avais rêvé, vous l'avez fait !» Quand on entend ça, on se dit « Il n'y a pas le choix, il faut y aller là ». Quand on fait de la valorisation, on construit des choses qui ont un but technique appliqué dans le monde réel, on va dire. Et le fait de faire ça, ça nous fait réfléchir sur pas mal de facettes et ça nous donne en tout cas des outils qui sont utiles également pour faire avancer la recherche fondamentale. Donc pour moi, c'est un cercle vertueux finalement de considérer que j'ai fait un pas vers la valorisation et que le produit que je vais développer dans le cadre de ma valorisation reviendra en utilisation dans les expériences du laboratoire. Je suis très heureux de refermer en quelque sorte ce cercle que je considère comme vertueux. Aujourd'hui, participer à de la valorisation est quelque chose qui n'a jamais été aussi simple à travers ce que propose la loi. Et donc c'est une vraie aide. Mais d'un autre côté, il faut que ça réponde à une envie. Le conseil que je pourrais donner à un chercheur, c'est d'aller essayer un petit peu, de se faire une idée par lui-même. Et peut-être que ça ne lui conviendra pas, peut-être que ça lui conviendra. C'est quand même notre métier que d'essayer de se faire un essai-erreur. Je pense que les différents organismes de valorisation sur Grenoble et son environnement, cet écosystème est très important pour qu'on puisse aboutir à faire la valorisation. Parce qu'on n'est pas formaté pour la valorisation quand on est dans le laboratoire. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans la création de start-up, qui sont capables de donner des conseils géniaux. Il y a des comptables qui sont spécialisés là-dedans. Les banques, c'est pareil. Ils sont en avance au niveau de la création de start-up à Grenoble, dans certaines banques. Il y a un écosystème qui fait qu'une fois qu'on a franchi le cap, si on choisit correctement ses partenaires, on est soutenu avec des vrais spécialistes de
de la start-up. Et ça, je pense que c'est unique en France. Enfin, je suis sûr que c'est unique en France et c'est probablement unique en Europe. En fait, on le sent soi-même, hein, si on est capable ou pas de changer le monde, c'est un peu ça. C'est le goût du risque, le goût de l'inconnu, et puis envie de vivre une aventure. Et ben là, c'est bon, là, il faut y aller.